Yo la team, c'est Blue et cette fois on se voit pour une vidéo un peu particulière. En effet, ce n'est pas une vidéo 100% One Piece, on va parler cette fois de deux mangas, Shingeki no Kyojin et One Piece. En effet, le trailer de la saison 4 d'SNK vient de sortir, et à cette occasion, des débats ont ressurgi. Bon, je vais donner mon avis sur la question. Ce que je dis est loin d'être la vérité ou des faits établis, ou quelque chose d'objectif. C'est complètement subjectif car c'est mon avis. Donc c'est pas la peine de me dire que c'est pas objectif car c'est pas mon but. Je cherche à être pertinent et à développer une idée, pas à être objectif. J'ai fait cette vidéo avec deux membres de mon serveur, Rim et Nae qui m'ont envoyé différents foreshadowing d'SNK, donc big up à eux, et big up à Yams qui m'a fait la miniature. Commençons sans plus tarder. Qu'est-ce qu'un foreshadowing? Si on prend une définition sur internet, un foreshadowing est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit. C'est un outil qui est très souvent utilisé dans plusieurs mangas allant de Fairy Tail à Kingdom, mais il y a deux mangas dans lesquels ce procédé pour les lecteurs semble être très bien utilisé, au point qu'une bataille sur Twitter fait rage pour dire qui de Isayama ou Oda gère le mieux cet outil. Pour commencer, parlons des foreshadowing dans One Piece. On en a plusieurs dispersés tout au long de l'œuvre. Par exemple, dès le début de Grand Line, nous avons une scène dans laquelle on voit Sanji dire à Zoro que les bateaux peuvent gravir des montagnes, faisant sens avec ce qu'il avait vécu enfant lorsqu'il a vu les bateaux du Germa gravir Red Line. On a aussi le passage dans lequel Luffy dit au début de l'œuvre qu'il veut un cuistot et un musicien dans son équipage, avant même que Sanji et Brook le rejoignent. Il y a aussi le color spread du chapitre 520 dans lequel on voit Luffy faire la même tête qu'il avait fait lorsqu'Ace était mort, et dans ce color spread en plus d'avoir la même posture et la même expression, il tenait à la main gauche une carte avec une tête de squelette, la tête de Brook, et il tenait à la main droite une carte avec un as de pique, ce qui suggérerait la mort d'Ace. Ces éléments montrent que le scénario d'Oda est construit longtemps à l'avance. Maintenant, parlons des foreshadowing dans SNK. Dans le chapitre 39, nous avions eu Reiner qui avait protégé Connie, et qui a dit suite à ça que c'est un soldat, et que c'est son devoir d'aider. Puis Connie demande à Bertholdt est-ce que Reiner a toujours été comme ça? Ce à quoi Bertholdt répond, je cite, « Non, par le passé Reiner était un guerrier », puis il y a dans la page une coupure, pour insister sur le mot guerrier, et Bertholdt poursuit dans la case d'après en disant, après le mot guerrier, je cite, « différent de ce qu'il est maintenant ». Isayama a donc insisté sur ce mot guerrier. On n'en savait rien à l'époque, mais cette phrase est loin d'être anodine, et faisait sens avec sa véritable identité, car celui-ci venait de Mar, et là-bas les combattants ne sont pas appelés soldats, mais guerriers de Mar. Nous avions aussi eu un passage à la fin de la saison 2 dans lequel on voit Eren développer le pouvoir de l'axe, et ceci lorsqu'il frappe le titan au gros sourire qui avait mangé sa mère et Hannes. On apprend plus tard dans le manga, au chapitre 62, que son pouvoir peut être activé lorsqu'une personne de la lignée royale, à savoir les Fritz, le touchait. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a eu l'explication pour son père. C'est suite au contact qu'il a eu avec les Fritz lorsque Rod Reiss et Historia lui ont touché le dos. Et c'est en activant ce pouvoir qu'il a su ce que son père avait fait. Mais pourquoi je vous ai d'abord parlé du titan gros sourire, puis de ce qui s'est passé au chapitre 62 ? Eh bien, encore plus tard dans le manga, nous avons appris que le titan au gros sourire, avec qui il était entré en contact à l'époque de la saison 2, en mettant un coup de poing, était en réalité Dina Fritz, une femme de la lignée royale. Ce qui explique pourquoi le pouvoir de l'originel s'était activé. Le pouvoir s'était activé, mais on a eu la réponse longtemps après, et on a compris qui était le personnage qui l'avait touché. On va maintenant citer des foreshadowing avec du spoil, donc si vous n'êtes pas à jour, je vous conseille d'aller à la minute indiquée. Elle indique la fin des spoils. Alors. En premier lieu, il y a la discussion entre Grisha Yeager et Eren Kruger. Celui-ci a fait une référence à Armin et Mikasa alors que ces deux-là n'étaient pas nés. Eren Kruger a dit à Grisha, si tu veux sauver Mikasa, Armin et les autres, tâche d'accomplir ta mission correctement. Et ce passage en réalité, quand on l'isole, n'a aucun sens. Mais quand on le prend avec l'ensemble de l'œuvre, ce passage montre qu'il s'adresse à Eren, qui comme nous l'avons dit plus tôt peut accéder aux souvenirs des précédents possesseurs de son titan. Mais il utilise aussi une capacité du titan assaillant. En effet, dans le manga nous apprenons qu'il a la capacité de recevoir des souvenirs des générations suivantes. Des générations suivantes de titans assaillants comme nous l'avons appris au chapitre 121. Autre foreshadowing, au chapitre 1 quand Grisha parle de la clé du sous-sol à Eren, il lui dit qu'il la lui montrera mais ne le regarde pas. Il regarde vers l'extérieur dans le vide. Mais au chapitre 121, nous voyons dans ce chapitre Eren adulte manipuler son père, et partir dans le passé avec le pouvoir du titan originel, et quand on repart dans le passé, on revoit cette scène. Et dans cette scène, nous voyons que Grisha ne regardait pas dans le vide, mais il regardait dans la direction dans laquelle se trouvait le Eren du futur, qui était là, devant lui. Tant qu'on est sur le chapitre 1,
Il y a aussi la scène dans laquelle Eren pleure sans raison, et en se réveillant, il dit à Mikasa que ses cheveux ont poussé. Avec le chapitre 121 et le teaser de cette nouvelle saison dans lequel nous voyons Mikasa avec des cheveux courts, cette scène prend tout son sens. On comprend que c'est le pouvoir de 100 titans dans le futur qui a conduit à cette scène et à cette réaction. Bref, pour en revenir sur les foreshadowing, certains foreshadowing qu'on prête à Oda ne sont que des interprétations un peu forcées. C'est par exemple le cas de certains soi-disant foreshadowing en lien avec des color spreads. Par exemple, quand Oda fait un color spread avec un thème japonais et qu'il dessine un dragon asiatique, c'est pas un foreshadowing sur l'apparition de Kaido à Wano Kuni ou autre chose. C'est juste pour faire sens avec le thème japonais du color spread. Il est logique de mettre un dragon asiatique quand le thème est le Japon. Il ne va pas mettre un kangourou. Et ça n'a rien à voir avec un foreshadowing, c'est juste le respect d'un thème. Et il est tout aussi logique de faire apparaître le fruit du dragon asiatique à Wano. C'est pas un foreshadowing, c'est juste le respect d'un thème. Bon, là on vient de parler d'interprétation, mais il y a d'autres soi-disant foreshadowing qui n'en sont pas du tout. Quand Luffy dit qu'il veut 10 membres dans son équipage, et qu'il a 10 membres, c'est pas un foreshadowing. Ça en est pas un car c'est pas une suggestion, comme c'est précisé dans la définition. Là c'est une affirmation sur ce qu'il voulait, car si ça c'est un foreshadowing, dans ce cas, on pourrait dire que Naruto lorsqu'il dit qu'il veut devenir Hokage et qu'il devient Hokage, c'est un foreshadowing. Non, ça en est pas un. C'est juste le héros qui accomplit un objectif. Pour moi, la différence entre les foreshadowing d'Oda et ceux d'Isayama sont que ceux d'Oda montrent qu'il a écrit son scénario à l'avance, et qu'il est bien travaillé. Et que ceux d'Isayama, en plus de montrer ça, en plus de montrer que son scénario est préparé à l'avance, nous permettent d'avoir une double lecture aux scènes. Dans la scène du chapitre 39, avec cette double lecture, on voit que Bertholdt était en train de raisonner Reiner sur ce qu'il était réellement, sur le fait que c'était un guerrier de Mar. Dans les scènes dont j'ai parlé dans la partie spoiler, les zones floues sont comblées, et donnent une autre dimension à des scènes qu'on a déjà vues. Alors que dans One Piece, quand on apprend que Sanji parlait de son passé de Vinsmoke lorsqu'il parlait des bateaux qui escaladaient des montagnes, oui, ça nous montre qu'Oda a écrit son scénario à l'avance, et qu'il maîtrise très bien son manga. Mais ça ne nous donne pas une seconde lecture aux scènes comme c'est le cas dans SNK. À ce moment-là, Sanji a dit qu'il savait que des bateaux pouvaient gravir des montagnes, et après dans le flashback on apprend comment Sanji a su que des bateaux pouvaient faire ça. Mais ça ne donne pas une autre lecture à cette scène. La lecture reste la même. Sanji savait que des bateaux pouvaient gravir des montagnes. Point. À partir du moment où tu as ton scénario travaillé à l'avance, faire des foreshadowing de ce style n'a rien de compliqué, car tu fais juste une référence à une chose dont tu as prévu de parler plus tard dans l'œuvre. Isayama, en plus de faire ça, il travaille sur la mise en scène pour faire en sorte que cette référence soit placée de manière subtile, qu'on ne comprenne pas que ça en est une jusqu'à ce que la réponse soit donnée. Oda, en dehors des color spreads, ne fait pas ça. Les foreshadowing sont évidents. Hors color spread, ils ne sont limite pas suggérés, donc ne sont à la limite presque même pas des foreshadowing, car le fait que ce soit suggéré est un facteur déterminant selon la définition que j'ai utilisée. Mais le fait que les foreshadowing d'Oda soient pas aussi subtils que ceux d'Isayama, et soient à la limite évidents, a du positif. Pour moi, c'est l'un des facteurs qui conduit à ce que ce soit aussi simple de théoriser sur du One Piece. Par exemple, je pense que personne n'en a parlé, mais je vous le mets ici. Quand Law dit à Doflamingo, je cite, « Un jour le dit provoquera un raz-de-marée en ce monde », il parle certainement de Teach qui a le Gura Gura no Mi actuellement. C'est une référence qui montre que le manga d'Oda est bien écrit, et qu'il est écrit à l'avance, mais dans ce passage il n'y a pas la subtilité qu'on pourrait retrouver dans un SNK. Et c'est à la fois parce qu'il n'y a pas cette subtilité que théoriser sur du One Piece est plus simple que pour un autre manga, et c'est aussi pour ça que pour moi, Isayama fait de meilleurs foreshadowing, qui sont certes moins nombreux, mais plus qualitatif à mon sens. Le problème de ce débat sur internet, c'est que certains refusent d'accepter qu'Oda ne soit pas fort dans tous les domaines. Au lieu de l'accepter, ils vont chercher des excuses bizarres. C'est comme pour les dessins d'Oda. Quand certains disent que des mangakas sont meilleurs que lui dans le dessin, beaucoup vont dire « Oui, mais c'est hebdomadaire, c'est normal que les dessins ne soient pas extraordinaires. » Oui mais non, Kingdom aussi est un hebdomadaire, pourtant la qualité du dessin n'est clairement pas la même, sans parler de celle du scénario. Plus sérieusement, Oda gère bien certaines choses, il est fort dans certains domaines, mais il est aussi moins fort que d'autres mangaka dans d'autres domaines. Au lieu d'accepter ça, les gens vont chercher des excuses farfelues ou insulter l'autre mangaka alors que le fait qu'il n'excelle pas dans tous les domaines prouve juste qu'Oda est humain. Bon, ça reste que mon avis et pas une vérité absolue, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre dans l'espace commentaire ou sur Twitter ou sur Discord. Le lien de mes réseaux sociaux est en description. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à t'abonner,
à regarder ma vidéo de ce week-end sur les actualités d'anime et de manga. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao la team.